Donc, on avait commencé à parler un peu d'énergie à travers la notion de travail. Je vous rappelle le travail élémentaire d'une force sur un petit déplacement infinitésimal, dr, donc avec le d droit ici, parce que c'est la différentielle de la position, mais le delta ici, parce que c'est une petite quantité infinitésimale, il n'y a pas de fonction W, il n'y a pas une fonction de travail associée au système. Par contre, lorsque les forces sont conservatives, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, alors le travail qu'on apporte à un système n'est pas perdu au sens où ça modifie le système en lui donnant de l'énergie qu'il peut rendre ensuite, il peut restituer exactement autant de travail que ce qu'on lui a donné. Et donc le travail fourni, donc je vais l'appeler comme ça, le travail de l'opérateur, qui est la force de l'opérateur scalaire dr, qui est moins la force interne au système, la force contre laquelle on lutte, je vais l'appeler force interne, donc scalaire dr, hein, ça c'est quand on travaille à l'encontre d'une force interne. Ce travail fourni au système se traduit par une variation de son énergie potentielle. Là, c'est un D droit, parce que du coup, l'énergie potentielle, c'est une fonction d'état, c'est-à-dire c'est une fonction qui, à chaque état du système, associe une certaine valeur, son énergie potentielle, qui, comme on l'avait dit, est la capacité qu'a le système à fournir du travail en retournant à un état choisi comme référence. Alors cet état choisi comme référence peut être n'importe lequel, évidemment, c'est arbitraire. Donc la valeur de la fonction EP est arbitraire en partie, c'est-à-dire qu'en fait, elle est définie à une constante près, ce qu'on voit également en réalisant que, enfin, ce qu'on avait vu la dernière fois, on avait introduit la notion de gradient. Je vous rappelle que par définition, le gradient d'un champ scalaire, je vais l'appeler S, est le vecteur tel que lorsqu'on prend le produit scalaire entre gradient de S et dr, on obtient la variation de S entre R et R plus dr. Donc, compte tenu de cette définition, on voit ici qu'on a la force interne quand elle est conservative, hein, quand travailler n'est pas en pure perte, mais augmente l'énergie et peut donc être restituée. Donc, quand la force est conservative, cette force peut s'écrire comme moins gradient de l'énergie potentielle. Alors, on avait vu l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes, et on avait vu que ce gradient s'écrivait donc dans les composantes cartésiennes, enfin, dans les composantes dans une base cartésienne, d de p sur dx, d de p sur dy et d de p sur dz. Donc vous voyez bien que c'est un opérateur de dérivation, hein, et par conséquent, si vous ajoutez à EP une constante quelconque, la dérivée sera la même et donc la force sera la même. Or, ce qui agit mécaniquement sur les systèmes, c'est bien les forces. Donc vous voyez que l'énergie potentielle, par essence, est définie à une constante près. Mais c'est normal, puisque l'énergie potentielle, c'est donc la capacité qu'a le système à fournir de l'énergie, enfin, à travers sa force, à fournir un travail à travers la force dont il est question, pour retourner à un état de référence. Si c'est pour retourner à un autre état de référence, la capacité du système à fournir ce travail, ça va être la capacité pour retourner au premier état de référence, plus celle pour passer du premier état au deuxième état. Et ça, c'est une constante. Donc, en fait, c'est naturel que l'énergie potentielle obtenue à partir de la définition du travail, comme on l'a fait la dernière fois, est définie à une constante près. Ça peut se voir aussi en voyant que la force dérive du potentiel. On dit que la force dérive d'un potentiel, hein, parce que voilà, c'est une dérivée de la fonction potentielle, enfin c'est une dérivée un petit peu spéciale, en 3 dimensions. Donc c'est une dérivée, donc si vous ajoutez une constante à l'énergie potentielle, ça change rien. Alors ça, c'est l'expression en coordonnées cartésiennes, simplement parce qu'on avait écrit ds, je crois qu'elle s'appelait f, la fonction la dernière fois, mais cette différentielle, c'est
quand S est une fonction de l'espace à 3 dimensions, hein, vous pouvez écrire cette différentielle comme ceci. Plus ds sur dz dz. Et ici, vous avez gradient de S scalaire dx ux plus dy uy plus dz uz. D'accord? Le dr en coordonnées cartésiennes. Et donc, vous lisez effectivement l'expression du gradient de S sur cette équation. Si gradient de S vaut, comme je l'ai rappelé là, dx sur dx ux, pardon, dep sur dx ux plus dep sur dy, écrivez pas tout ça, hein, c'est juste pour vous le remontrer encore une fois, parce que maintenant on va le faire en coordonnées cylindriques et sphériques. Voilà. Si vous faites ça, scalaire ça, ça donne bien ça. Vous vous rappelez comment on fait le produit scalaire de deux vecteurs en coordonnées cartésiennes. Hein, vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Okay. Ok, alors ça c'est cartésien. Passons maintenant aux coordonnées cylindriques. La définition du gradient reste la même. Elle est définie par cette relation. Le gradient, c'est le vecteur tel que si on fait scalaire dr, ça donne la variation de la fonction. Alors, si on est en coordonnées... si on est en coordonnées cylindriques, les coordonnées d'un point M quelconque, c'est plus x, y, z, c'est donc r, θ, z, vous vous souvenez, où r et θ sont les coordonnées polaires dans le plan privilégié par ce système de coordonnées, et z est l'axe du cylindre typiquement. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire, ah ben j'ai compris comment on faisait le gradient d'une fonction, et je vais écrire que le gradient de EP en coordonnées cylindriques, ce serait d de EP, ça ce serait d de EP sur dr ur, plus d de EP sur dθ uθ, plus d de p sur dz uz. Ça, c'est évidemment faux, ne serait-ce que parce que ce n'est pas homogène. Ici, vous voyez que la dimension du gradient d'une fonction, c'est la fonction divisée par une grandeur d'espace, par des mètres. Là, ça marche pas. La dimension de ce truc-là, c'est la dimension de EP. Donc ça, c'est faux, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors comment on fait? On revient à la définition. Et on a une fonction qui donc maintenant ne dépend pas de x, y, z, mais de r, θ, z. Et par conséquent, sa différentielle, ds, c'est pareil, hein, ds sur dr, dr, plus ds sur dθ, dθ, plus ds sur dz, dz. Ça, c'est la différentielle de s. Et ça doit être égal à gradient de S scalaire dr, définition du gradient. Et donc, il va falloir exprimer dr en coordonnées cylindriques. Alors, que vaut dr en coordonnées cylindriques, qu'on avait vu la dernière fois? Je vais redessiner coordonnées cylindriques pour vous souvenir. Un point M, sont projetés orthogonales sur le plan H, R ici, θ là, et Z là. Donc au point M, on a le vecteur UZ vers le haut, le vecteur UR qui s'éloigne de l'axe, et le vecteur Uθ tangent au cercle sur lequel se déplace M quand θ varie. Et donc vous voyez que dr, la variation de dr, c'est une variation suivant UR. D'accord, si
R augmente de dr, mais on s'éloigne de l'axe, donc on varie de dr suivant UR. Maintenant, si θ passe de θ à θ plus dθ, si on tourne de dθ, alors on va se déplacer suivant uθ de combien? De R dθ. Donc plus R dθ uθ, d'accord? C'est la distance, la longueur parcourue le long de uθ lorsque θ augmente de dθ. Et maintenant, si on augmente z de dz, eh bien, on se déplace suivant uz de dz. Donc plus dz uz. OK? Donc voilà ce que vaut dr. Voilà ce que vaut ds. Maintenant, de cette égalité, vous pouvez en déduire le gradient de s. Le vecteur à 3 dimensions, gradient de s, tel que si on fait son produit scalaire avec le vecteur dr qui a pour composante dans la base ur, uθ, uz, ça, comme on vient de le retrouver. Donc le gradient de s scalaire dr doit être égal à, enfin ce qu'il y a là-bas, je l'aurais écrit, mais alors qu'est-ce qu'il faut mettre là pour obtenir ça en toutes circonstances, quelle que soit la fonction s? Bah, tout simplement ds sur dr, 1 sur r ds sur dθ et ds sur dz. OK? Donc ça se retrouve simplement. Alors donc la bonne expression du gradient, alors en coordonnées cartésiennes c'est très facile, vous dérivez sur chaque composante, vous dérivez par la variable correspondante. En cylindrique, il faut faire attention, si vous en teniez à la dérivée par rapport à la variable, ce ne serait pas homogène. Bah, pour le rendre homogène, en fait, il suffit de diviser par R. Enfin, c'est homogène et c'est ça la bonne expression. On vient de le démontrer tout simplement. Donc ça, c'est l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Il nous reste à le faire en coordonnées sphériques. Donc on procède de la même façon. Ça va nous permettre de revoir à nouveau le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Alors, coordonnées sphériques, je vous rappelle qu'on repère la position d'un point par sa distance à l'axe, à l'origine R. On a ici UR. Ensuite, l'angle par rapport à l'axe polaire ici, θ, avec le vecteur uθ, et ensuite u phi, comme ceci. On a donc en coordonnées sphériques la variation infinitésimale de position, de vecteur position, dr, qui vaut, alors si r augmente de dr, eh bien on se déplace suivant ur de dr. Si θ, alors suivant uθ, oui, si θ augmente de uθ, on se déplace de r dθ suivant uθ. Et si phi, ah pardon, j'ai pas donné phi ici. Phi c'est ça, hein, d'accord? C'est l'angle entre le plan ici et là où se trouve M. Donc si phi augmente de dφ, alors on se déplace de dφ sur un cercle qui a pour rayon ceci, qui est R fois sinus θ. Donc, on a le rayon R sin θ, on se déplace de dφ dans la direction de φ.
Bon, ceux qui ont du mal, on verra ça tranquillement offline après, mais bon, on l'a déjà vu ça, hein, donc je vais un peu vite pour qui c'était quand même encore un peu présent dans leur esprit. Donc voilà ce que vaut dr. Eh bien c'est simple, je vais donc écrire le vecteur dr comme étant suivant UR, dr. Donc maintenant je suis dans la base sphérique, hein, UR, Uθ, UZ. Donc j'ai ici R dθ et ici R sin θ des phi. Et tout ça doit être égal à la... Donc le gradient de S scalaire, ce vecteur, doit être égal à la différentielle de S dans les coordonnées R θ phi. Donc voici la différentielle. Ça c'est ds. Et je cherche le vecteur tel que si je prends son produit scalaire avec dr, j'obtiens une ds. Bah, il suffit de voir. Il faut mettre ici ds sur dr, pour ce terme-là, sur dr fois dr. Ici, il faut mettre, bah, comme tout à l'heure, 1 sur r ds sur dθ. À nouveau, c'est bien homogène. La fonction l'angle est sans dimension. Donc, 1 sur r ds sur dθ, c'est bien homogène à s divisé par une longueur. Et ici, eh bien, il faut mettre 1 sur r sin θ ds sur des phi. Voilà. À nouveau, c'est bien homogène. Et n'oubliez pas le θ. Il ne suffit pas de diviser par une longueur n'importe laquelle. Il faut diviser par la longueur qui, en fait, par le rayon du cercle sur lequel on se déplace. Donc ici, quand on augmente θ, on se déplace sur un cercle de rayon R. Et quand on augmente phi, on se déplace sur un cercle de rayon R sin θ. Voilà, donc l'expression du gradient en coordonnées sphériques, la voilà. Le gradient d'une fonction S qui dépend de R θ phi, c'est ce vecteur-là, dans la base UR, Uθ, Uφ. Ça va pour ceux qui sont un peu plus familiers avec les coordonnées sphériques, c'est à peu près clair. Donc vous voyez comment on retrouve. Bon, en général, on vous donnera les. Si on a vraiment besoin, on vous donnera les coordonnées. Pas en coordonnées cartésiennes, ça il faut vraiment savoir, c'est dx, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Les autres, il se peut qu'on vous les donne, mais il se peut que non. Puis à l'oral, c'est différent. Une chose, c'est à l'écrit, on pourrait vous les donner, mais à l'oral, si vous êtes là, vous ne savez plus trop, vous oubliez les facteurs, sachez que c'est facile de retrouver. Donc ce qui est important, c'est vraiment la définition du gradient. Le gradient d'une fonction, c'est le vecteur tel que ça. Vraiment, vraiment fondamental. Alors on verra beaucoup les gradients des champs en électromagnétisme, et on verra d'autres opérations différentielles sur les champs, que sont la divergence et le rotationnel. Et d'expérience, je crois savoir que certains parmi vous n'ont jamais entendu parler de rotationnel, de divergence. Donc ça va être un peu chaud quand on va faire l'électromagnétisme, mais voilà, c'est comme ça. Préparez-vous. Bon. Donc, on a vu que le travail élémentaire de l'opérateur qui lutte contre la force interne, c'est moins le travail des forces internes conservatives. Scalaire dr. Et donc ça, c'est associé à une énergie potentielle. Donc chaque force conservative est associée à une énergie potentielle. Et chaque énergie potentielle est associée à une force par cette relation-là, qui, par définition du gradient, s'écrit à nouveau, je l'aurais écrit une énième fois, la force est le gradient de l'énergie potentielle. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant en termes de conservation de l'énergie? Eh bien, on peut écrire
on peut repartir de la relation fondamentale de la dynamique. M dV sur dt égale somme des forces, qu'on a déjà commenté. Et vous pouvez prendre cette équation et faire le produit scalaire avec un petit déplacement élémentaire du système, du corps dont il est question. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça va donner M dV sur dt scalaire dr égale somme df scalaire dr pour toutes les forces. S'il y a plusieurs forces, la résultante des forces est la somme vectorielle des forces. Ouais. Ah, relation fondamentale de la dynamique, pardon. Relation fondamentale de la dynamique. Bon, c'est l'équation de Newton, standard. MA égale somme des forces. On l'appelle souvent comme ça. Certains l'appellent PFD pour principe fondamental de la dynamique. Parfois. Alors, je préfère relation que principe parce que c'est plus une relation qui... C'est plus une définition des forces, cette relation, mais comme vous voulez. Je préfère relation. Je pense avoir des bonnes raisons pour ça, mais on peut rentrer dans un débat philosophique. Ok. Donc, comme vous le savez, s'il y a plusieurs forces, elles agissent conjointement la résultante de ces forces. L'action conjuguée de n forces, c'est la même action que la somme vectorielle de ces n forces. Ça, c'est une propriété importante. Il y a ce qu'on appelle aussi le principe de superposition. Donc, la relation fondamentale de la dynamique implique ceci. Maintenant, ça, pardon, je vais encadrer pas ça tout de suite. Ça, on peut décomposer. Donc là, vous reconnaissez le travail des forces. Hein. Ça, c'est le travail de la force F lors du déplacement dr. Et on peut maintenant décomposer cette somme sur une somme des forces sur les forces conservatives qui vont être associées à une énergie potentielle, et puis une somme sur les forces non conservatives qui sont juste le travail fourni est perdu. Alors donc je vais faire ça. Donc ça va être la somme sur les forces conservatives de F scalaire dr plus la somme sur les forces non conservatives de F scalaire dr. C'est formidable. Le seul truc, c'est que cette partie-là, ça va être égal à... Alors, moins DEP, qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon. Ça, c'est le travail, c'est le travail de l'opérateur qui fait augmenter l'énergie potentielle. Donc le travail de la force, au contraire, fait diminuer l'énergie potentielle. Mais, oh là là, mais je ne suis pas réveillé, vous me laissez écrire n'importe quoi. Non, la force, oui, j'étais parti sur la force de l'opérateur, et puis j'ai changé. La force interne, c'est moins gradient de EP, bien sûr. Donc ici, on a moins D de l'énergie potentielle, plus la somme des travaux non conservatifs. Je n'ai rien dit de spécial là. Et maintenant, alors voyons ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ça, c'est très intéressant ce terme-là, parce que vous pouvez le réécrire. Hein, ici, la dérivée, on a vu que c'était, en fait, on pouvait le voir comme le rapport des différentiels. Donc ceci est dv divisé par dt, mais le divisé par dt, je peux le mettre ici. Donc ça fait m dv scalaire dr sur dt. Mais dr sur dt, c'est v. Donc ça, c'est m v scalaire dv. Eh bien ça, c'est d de 1,5 de V2. C'est 1,5 de... comme ça. Ça, c'est 1,5 de d, ça.
Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde, hein? Si je dois dériver un produit scalaire A scalaire B, où A et B dépendent du temps, ben ça me fait dA sur dt scalaire B, plus A scalaire dB sur dt. Ok, avec de Leibniz, je dérive un produit, ça fait la dérivée du premier terme sans toucher au second, plus la dérivée du second sans toucher au premier, standard. Ouais. Donc vous voyez que si je dérive mv scalaire v, ça va me faire mv scalaire dv plus m dv scalaire v. Donc 2 fois mv scalaire v, scalaire dv. Donc mv scalaire dv, c'est bien la moitié de la dérivée de ça. Or ça, c'est la norme de v au carré. Ouais. Par conséquent, vous voyez que d de 1,5 de mv2 est égal à moins d de EP plus la somme des travaux des forces non conservatives. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique, parce que vous pouvez appeler ceci énergie cinétique, c'est-à-dire c'est une énergie, c'est une dimension de l'énergie, mais c'est une énergie au sens où un corps qui a une certaine vitesse peut convertir cette vitesse en énergie potentielle et donc en travail. Par exemple, si vous prenez un corps de masse m et que vous le lancez vers le haut dans un champ de pesanteur avec la vitesse V0, jusqu'où il peut monter? Faisons l'exercice tout de suite. Donc je pars d'une altitude 0, voilà, dans un champ de pesanteur avec une accélération g, champ de pesanteur standard. Vous partez de 0. Ben jusqu'où il va? On va résoudre l'équation du mouvement. Vous pouvez écrire que m dv sur dt, le mouvement est vertical. Donc, on va avoir ici m z2 points, en fait, la dérivée seconde de z, l'accélération suivant l'axe z, qui est égale à la force, c'est-à-dire mg dirigé vers le bas, donc moins mg. Donc l'équation du mouvement, quand vous lancez un corps vers le haut, c'est ça. Vous pouvez virer les m, comme vous le savez, ça ne dépend pas, les corps chutent de la même façon, quelle que soit leur masse, hein, parce que la masse inerte est égale à la masse gravitationnelle, comme on a, la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont égales, comme on l'a déjà commenté. Donc vous pouvez écrire que z point, la vitesse du corps, c'est moins gt plus la vitesse initiale qui était v0. Et vous pouvez intégrer ça à nouveau par rapport au temps pour obtenir la position en fonction du temps, moins 1,5 de gt2 plus v0t plus la valeur de z en t égale 0 que j'ai choisi comme étant égale à 0. Donc vous avez ici l'équation du mouvement. Au cours du temps, z croît comme ceci jusqu'à sa hauteur maximale qui est atteinte lorsque la vitesse est nulle. Alors à quel moment la vitesse est nulle? V égale 0, c'est-à-dire z point égale 0 si t égale v0 sur g. Et donc quelle est l'altitude atteinte à cet instant-là? Je remplace t dans l'expression de z et j'obtiens la hauteur maximale qui est égale à, alors, moins 1,5 de g fois v0 carré sur g2, enfin v0 sur g au carré, plus v0 facteur de v0 sur g. Et ça, bah, ça fait v0 carré sur g moins 1,5 de v0 carré sur g, donc ça fait 1,5 de v0 carré sur g. Voilà l'altitude maximale atteinte par le corps.
lancé à une vitesse V0. Eh bien, voilà. Ça équivaut à 1 demi de mv0 carré égale mgz max. Et ça, c'est l'énergie potentielle. On l'a vu la dernière fois. Donc un corps qui a une vitesse V0 peut monter à une altitude qui lui donne une énergie potentielle mg z max qui est égale à 1,5 de mv0 carré. Donc associé à la vitesse v0, il y a bel et bien l'énergie 1,5 de mv0 carré. Lorsque un corps animé d'une vitesse v0 est lancé verticalement à une vitesse v0, il convertit son énergie cinétique liée à sa vitesse 1,5 de mv0 carré en énergie potentielle, parce qu'à la fin, enfin, en haut de sa trajectoire, sa vitesse est nulle, donc il n'a plus d'énergie cinétique, mais par contre, il a acquis une énergie potentielle qui est précisément égale, enfin, il a accru son énergie potentielle, si vous voulez, exactement de la valeur 1,5 de mv0 carré. Donc c'est une conséquence de l'équation du mouvement. On a juste écrit l'équation du mouvement, la relation fondamentale de la dynamique, on a intégré, on a constaté ça. Mais ce que j'ai fait ici, en partant de M, enfin, voilà, en partant de la relation fondamentale de la dynamique et en faisant scalaire dr, j'ai montré en 2 lignes que c'était une propriété totalement générale. Si on appelle énergie cinétique la grandeur 1,5 de mv2, et donc c'est justifié par le fait qu'effectivement, quand on a cette vitesse-là, quand on a une vitesse v, on a une énergie 1,5 de mv2 puisqu'on est capable d'augmenter l'énergie potentielle de cette valeur. Donc quand on appelle la grandeur 1,5 de mv2 l'énergie cinétique, eh bien on a cette relation qu'on peut réécrire simplement en mettant le d de EP de l'autre côté. D de EC plus EP égale somme des travaux des forces non conservatives. Voilà. Et ça, c'est l'équation qui exprime ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Mécanique, on va l'appeler comme ça. En appelant énergie mécanique la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Définition. Donc en mécanique, on rencontre de l'énergie sous 2 formes. L'énergie potentielle associée à des forces conservatives et l'énergie cinétique simplement associée à la vitesse du corps. Alors évidemment, ça dépend du référentiel. Un corps peut avoir une vitesse dans un référentiel, dans un autre référentiel, il y a une autre vitesse, donc une autre énergie. Très bien, soit. L'énergie totale dépend du référentiel. Ce n'est pas du tout un problème. Donc ce qu'on voit ici, c'est que lors d'un déplacement quelconque, dr, l'énergie mécanique totale se conserve s'il n'y a que des forces conservatives, puisqu'à ce moment-là, la différentielle vaut 0. Et s'il n'y a pas que des forces conservatives, alors ok, elle ne se conserve pas, mais pas de n'importe comment, elle ne devient pas n'importe quoi, cette énergie, elle varie très exactement du travail des forces non conservatives qui ont agi sur le système. Typiquement, vous avez ici des frottements qui vont avoir un travail négatif, puisque le déplacement va être dans le sens opposé à la force de frottement. Enfin, c'est l'inverse, la force de frottement est dans le sens opposé au déplacement. Donc le produit scalaire de la force scalaire de déplacement sera négatif, et donc ça va faire perdre de l'énergie au système. Mais cette relation qui est vraie, quelles que soient les forces, quel que soit le déplacement, puisqu'on l'a tiré directement du principe fondamental, de la relation fondamentale de la dynamique, cette équation est toujours vraie et exprime que, en toutes circonstances, soit il n'y a pas de force
non conservative, et donc l'énergie se conserve, et effectivement la somme énergie cinétique plus énergie potentielle ne varie pas, soit il y a des forces non conservatives, et alors cette somme énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est-à-dire énergie mécanique, varie exactement de la quantité de travail qui a été donnée au système, en général prélevée au système. Ok? Bon. Alors sous cette forme-là, donc on appelle ça conservation de l'énergie mécanique. Sous cette forme-là, on l'appelle théorème de l'énergie cinétique. Donc je vais l'écrire quand même. Théorème de l'énergie cinétique. Donc vous voyez que D de EC est égal donc à la somme des travaux de toutes les forces. C'était la première chose qu'on avait écrite. Avec donc ça qui se divise en deux, moins D de EP pour les forces conservatives et juste la somme des travaux pour les forces non conservatives. Donc en toutes circonstances, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Donc si vous faites travailler des forces sur ou dans un système, ces travaux ne sont pas perdus, ils contribuent à augmenter l'énergie cinétique exactement de la somme des travaux de force. On peut réécrire parfois comme ceci, D de EC sur dt égale la somme des travaux donc divisé par dt, pour toutes les forces. Hein. Et ça, le travail par unité de temps, c'est ce qu'on appelle la puissance mécanique. Voilà. Bon, ça c'est, enfin, par définition, la puissance d'une force, c'est le travail qu'elle donne par unité de temps, le travail qu'elle peut fournir par unité de temps. C'est la puissance de la force F. Je vais l'écrire comme ça. P de la force F. C'est donc le travail de F sur dt, c'est-à-dire F scalaire dr sur dt, et donc vous voyez qu'on peut réécrire la puissance comme étant F scalaire V en fait. La puissance d'une force, c'est la force scalaire, la vitesse du corps sur lequel elle s'applique. Si vous avez un système composé avec plusieurs corps, ou même un solide avec un champ de vitesse qui n'est pas uniforme, différents points ont différentes vitesses, alors il faut prendre la vitesse du point d'application de la force. Là où elle s'applique, il y a un certain mouvement à une certaine vitesse. Ça, c'est le déplacement du point d'application, donc ceci est bien la vitesse du point d'application de la force. dr sur dt, tout simplement. Alors, tiens, question d'unité. Les énergies s'expriment en joules. Alors, quand c'est une unité, il faut mettre une minuscule, même si joule est le nom d'un monsieur, James Prescott Joule, qui a contribué à faire émerger la notion d'énergie, justement en établissant la correspondance entre l'énergie calorifique et l'énergie mécanique. Donc, un épisode extrêmement important de l'histoire des sciences. Donc ça, c'est l'énergie. Alors, c'est quoi l'équivalent du joule en mètres, secondes, kilogrammes, là, dans le système standard? Donc, une énergie, c'est une masse fois une vitesse au carré.
Hein, donc en fait, ça, ce sont des kilogrammes mètre carré seconde moins 2. Okay. Et la puissance, donc c'est ça par unité de temps. Alors on appelle ça le watt. Il y a aussi un monsieur watt. Mais avec une minuscule quand c'est le nom d'une unité. Alors par contre, oui, son symbole, là malgré tout, c'est grand J, et là le symbole, c'est grand W. Ouais. Donc c'est ça par unité de temps, donc ça va être par seconde au cube, donc c'est kilogrammes mètre carré seconde moins 3. Voilà l'énergie de puissance. Puissance d'une force, donc c'est F scalaire V. Bon, donc retenez les deux formes. En tout état de cause, quelles que soient les forces, qu'elles soient conservatives ou non, ou qu'il y ait un mélange des deux, dès lors qu'un système, dès lors que des forces agissent sur un système, la somme des travaux des forces est égale à la variation de l'énergie cinétique. Donc, travailler sur un système, c'est soit lui donner, soit lui prendre de l'énergie. Dans tous les cas, la somme des travaux, conservatifs ou non, ça fait augmenter l'énergie cinétique. Et dans la mesure où, parmi ces travaux, il y en a qui sont éventuellement associés à des forces conservatives et donc associés à une variation d'énergie potentielle, pour celles qui sont conservatives, donc les forces, vous pouvez écrire la somme de leurs travaux comme moins la variation d'énergie potentielle, et en passant ça de l'autre côté, vous voyez que D de EC plus D de EP, donc la variation des deux énergies cinétiques et potentielles, est égale à la somme des travaux qui restent. Et donc, c'est voilà, l'expression qui exprime la conservation de l'énergie mécanique. Alors, j'appelle ça conservation de l'énergie, même quand, en fait, elle ne se conserve pas. C'est-à-dire, quand ça n'est pas nul, voilà, elle ne se conserve pas, mais on sait exactement de combien elle ne se conserve pas. Elle ne se conserve pas de la somme des travaux des forces non conservatives. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que même quand vous avez des forces non conservatives, vous pouvez écrire une relation énergétique dans le système. Et en général, c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Vous écrivez que l'énergie à l'arrivée, c'est égal à l'énergie au départ, moins tout ce qui a été dissipé. Alors, soit il n'y a rien qui a été dissipé, ben voilà, ils sont égales, soit ça a été dissipé, mais vous pouvez quand même écrire quelque chose. La différence, c'est exactement ce qui a été dissipé. Donc à chaque fois, les considérations énergétiques vous fournissent une équation globale sur le système qui bien souvent suffisent complètement à résoudre les problèmes demandés. Sans avoir à écrire l'équation du mouvement, résoudre la trajectoire, comme on l'a fait avant dans le cas de une particule, une masse m qui est lancée vers le haut à la vitesse v0. Bon, on peut résoudre l'équation, hein, comme je l'ai fait, d'accord. M z2 points égale la somme des forces. Bon, avec une, là, c'est facile. Et puis on résout, on intègre une fois, on intègre deux fois. On trouve à quel temps la vitesse est nulle. On regarde à ce temps-là où est la particule et on a dit où elle arrive. On peut faire ça, on peut toujours faire ça. Mais si la question c'est juste jusqu'où elle va, alors le raisonnement énergétique est bien plus simple. Il suffit de dire, c'est simple. Au début, j'ai comme énergie 1,5 de mv2. Quand je vais être à la hauteur maximale, j'aurai plus de vitesse, donc plus d'énergie cinétique. Il n'y a qu'une force, la force conservative. Donc l'énergie à l'arrivée doit être la même. À l'arrivée, il n'y a plus d'énergie cinétique, mais par contre, il y a une énergie potentielle mg, h, la hauteur où on est arrivé. Et donc, ça égale ça, pouf, et donc h vaut temps. Enfin, vous voyez, il suffit d'écrire une ligne, il n'y a pas à résoudre l'équation du mouvement. Si tout ce qu'on nous demande, c'est jusqu'où va la particule, il suffit d'écrire une équation, enfin, que l'énergie à l'arrivée est égale à l'énergie au départ, et on a la réponse. H égale, voilà, ce qu'on avait trouvé, 1,5 de V2 sur G, tout simplement. Ok ? Bon. On va faire des exemples d'exercices de conservation de l'énergie, mais je pense que pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Vous avez des questions? Non? C'est bon? Ok, alors, exercice. Bon, on va faire l'exercice un peu trivial, là, l'exercice 2 de la feuille que j'ai distribuée. En fait, on l'a déjà fait en partie dans ce petit rappel.
donc ça va aller vite. Ah, ou peut-être on pourrait écrire directement l'énergie potentielle. Bah, on l'a déjà fait en fait. L'énergie potentielle élastique et puis l'énergie potentielle de pesanteur. On pourrait en faire d'autres. Bon, on va le faire au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ouais, ok. Allez, exercice 2 donc, de la feuille que j'ai distribuée aujourd'hui. Donc on lance un corps. Voilà. Donc, la première question, c'est celle qu'on vient de faire. Donc, un corps de masse m est lancé verticalement vers le haut dans un champ de pesanteur d'accélération g avec la vitesse v0 à partir d'un point A. Oui, d'accord. Ah oui, c'est un tout petit peu... Donc, on a le sol. On lance le corps à partir d'une hauteur h. Donc z ici, puis 0 en bas. Alors, on le lance vers le haut à la vitesse v0. Et on demande à quelle hauteur maximale il va se retrouver. Donc, allons-y. Donc, alors, oui. Je n'ai pas les documents. Ah, pardon. Ça, il m'en reste. Donc, il n'y a qu'une force, le poids. Donc, si on veut rédiger les choses proprement, une seule force, le poids, et égale mg égale moins mg uz. Cette force dérive d'un potentiel. C'est-à-dire est associée à une énergie potentielle. Quelle est cette énergie potentielle? Eh bien, mgz. Vous pouvez vérifier d'ailleurs, bien sûr, hein, que moins gradient de l'énergie potentielle est égal à ça. Hein. Si vous faites le gradient de ça en coordonnées cartésiennes, sur ux, ça fait d de p sur dx, ça fait 0, bien sûr. Sur dy, d de p sur dy, ça fait 0. Et sur uz, d de p sur dz, ça fait mg. Et donc c'est moins le gradient. Hein. Donc vous pouvez vérifier ici que gradient de P, c'est égal à 0, 0 mg. Et donc, la force associée à l'énergie potentielle, qui est moins gradient de P, eh ben, c'est moins mgz. Moins mg, pardon, uz. D'accord ? Donc, il n'y a qu'une seule force qui dérive d'un potentiel, celui-ci. Par conséquent, il n'y a que des forces conservatives, puisque c'est en étude, et donc l'énergie va se conserver. L'énergie mécanique EC plus ET égale constante. Et donc, alors, au départ, l'énergie mécanique, donc si je prends comme référence pour l'énergie potentielle, je peux prendre ici. Bon, comme on veut. Allez, on va prendre 0. Donc ça vaut 1 demi de m v0 carré, énergie cinétique initiale, plus mg grand H, si EP égale 0 pour z égale 0. Je choisis l'origine de l'énergie potentielle où je veux. Je l'ai prise en 0 ici, histoire d'ajouter un terme. Je peux le prendre vraiment où je veux, peu importe. Donc ça, c'est le départ. Et puis, à l'arrivée, enfin, on va dire au sommet de la trajectoire, alors la vitesse sera nulle. Donc l'énergie cinétique sera nulle. Et l'énergie potentielle vaudra mg, le nouveau h. Ouais, ou grand H plus petit h. Allez. Petit h sera... Pardon. Voilà. Et donc, on aura petit h
suffit de dire maintenant que donc je vais mettre un prime. Allez, donc je vais faire ça comme ça. Je vais mettre des primes pour l'arrivée. Et donc, E prime M égale EM. Par conséquent, H prime égale H plus la quantité qu'on avait tout à l'heure, 1,5 de V0 carré sur G. Donc le gain d'altitude est égal à 1,5 de V0 carré sur G. Okay. Voilà, donc on n'a pas eu besoin de résoudre l'équation du mouvement. D'ailleurs, il y a des fois on est obligé, parce que là, la question c'est à quelle altitude on arrive. Si la question c'était quand arrive-t-on, alors là, si on pose une question sur le temps, l'énergie ne peut rien dire. On est bien obligé à ce moment-là de repasser à une équation qui donne ce qu'on appelle l'équation horaire, qui donne la position en fonction du temps. Et donc on est obligé de repasser par la relation fondamentale dynamique et puis d'intégrer. Mais si on ne nous demande pas quand on arrive en haut, ben voilà. C'est pas la peine de résoudre l'équation du mouvement. Et bien souvent dans les exercices, on ne vous demande pas de résoudre les équations du mouvement, alors ne le faites pas. Enfin, des fois on est obligé, des fois pour obtenir la réponse, on a besoin de résoudre l'équation du mouvement, mais assurez-vous qu'on ait vraiment besoin de le faire avant de le faire, parce que vous pouvez perdre un temps énorme alors qu'il y a des raccourcis de ce type-là qui permettent d'obtenir la réponse rapidement. Bien, alors, deuxième question. Donc, le corps est maintenant lancé toujours de la même hauteur h, toujours avec la même vitesse v0, mais cette fois vers le bas. Ah, alors, pareil, on pourrait résoudre l'équation du mouvement, intégrer la relation fondamentale de la dynamique, avec pour vitesse initiale v0 vers le bas. Évidemment, c'est trivial à faire, ce serait rapide, le problème est tellement simple. Mais là, l'idée, c'est de répondre à la question simplement par un raisonnement énergétique. Alors, la question, quelle est-elle? Quelle sera sa vitesse lorsqu'il atteindra au sol? Donc, vous projetez un corps vers le sol, et la question, c'est quelle sera sa vitesse arrivant en bas? Bon, bah... pareil, donc une seule force qui dirige un potentiel, mgz. Donc l'énergie se conserve. Au départ, on a toujours l'énergie mécanique qui vaut 1,5 de mv0 carré plus mg grand h. Et puis, à l'arrivée, au sol, l'énergie mécanique sera 1,5 de m v0 prime carré, là justement la vitesse qu'on cherche. La question c'est à quelle vitesse elle va. Plus 0, puisque voilà, on sera revenu à l'origine du potentiel, de l'énergie potentielle. Et donc, il n'y a rien à résoudre. Ceci égale cela en vertu de la conservation de l'énergie. Et donc, V0' est égal. Alors, V0' carré, c'est... donc ceci égale ceci, donc ça fait V0 carré plus donc fois 2 sur M plus 2GH, d'accord? Et donc V0', c'est racine de V0 carré. GH. Ok? Si on résolvait l'équation du mouvement, il faudrait donc écrire Z de point égale moins G, intégrer ça pour obtenir V en fonction du temps, puis l'altitude en fonction du temps. À ce moment-là, on va trouver à quel instant l'altitude vaut 0, et à cet instant-là, on le reporte dans l'équation qui donne, dans l'expression qui donne la vitesse, et on aurait évidemment obtenu ça aussi. Et c'est quand même nettement plus simple. Troisième question, le corps est à présent lancé toujours d'une hauteur h, toujours avec la même vitesse, mais dans une direction maintenant qui fait un angle alpha avec l'horizontale, entre parenthèses vers le haut. Donc, alors, c'est bon, je peux effacer ou... Enfin, bientôt. Donc, cette fois, un angle alpha, on lance à la vitesse V0, vers le haut comme ça, enfin en biais. Quelle hauteur maximale
atteindra-t-il et quel sera son vecteur vitesse en ce point? Alors c'est un tout petit peu plus délicat, enfin à peine. Donc j'espère que vous savez tous que la trajectoire va être une parabole. D'accord? Merci Galilée. Et donc, il y a un moment où on va être au maxi, là, à la hauteur maximale. Quelle sera cette hauteur maximale? D'accord. Une petite tâche en plus, là. Donc, quelle sera h' égale grand H plus petit h? Alors, comment on fait? En fait, la deuxième partie de la question peut aider à résoudre cela. Quel sera le vecteur vitesse ici? Voilà, donc au maximum, par définition, il n'y aura plus de composante de la vitesse ni vers le haut ni vers le bas. On sera au maximum, donc la vitesse verticale, ni ça continuera à monter, ni ça sera déjà en train de redescendre. Donc la composante verticale sera nulle, donc il n'y aura que la composante horizontale. Que vaudra cette composante horizontale? Eh bien en fait la même que la composante horizontale qu'il y a ici, tout simplement parce qu'il n'y a aucune force qui agit horizontalement. Par conséquent, il n'y a rien qui peut faire varier la vitesse horizontale. Il n'y a pas de force qui agit dans cette direction. Donc il n'y a pas d'accélération dans cette direction, donc la vitesse est constante dans cette direction. Donc cette vitesse-là, en fait, ce sera effectivement la composante horizontale, c'est-à-dire V0 cos alpha U, UX, hein, si j'appelle ça X. Bon, ben maintenant que je sais ça, je peux écrire effectivement la conservation de l'énergie entre le début et le point l'altitude maximale. Donc au départ, rebelote EM égale 1,5 de M2 carré plus mg grand H. Au sommet, EM égale, alors la vitesse on la connaît, ça va être 1,5 de M V0 cos alpha au carré, plus mg h'. H' est égal à grand H plus petit h ici. D'accord? Et donc, ben voilà, h' égale, donc ça égale ça. Donc h' égale h plus donc m je divise par mg, donc ça fait 1,5 de, alors v0 carré sur g moins 1,5 de v0 carré cos carré alpha sur g, c'est-à-dire plus 1,5 de V0 carré sur G fois 1 moins cos carré alpha, c'est-à-dire sin carré alpha. Oui? Je n'ai pas compris comment on a ça. Donc, vous êtes d'accord qu'on a M dV sur dt qui est égal à moins mguz. Si vous projetez ça sur l'axe horizontal, hein, vous faites tout ça scalaire ux, vous allez obtenir m d de vx, la composante de v suivant x, qui est égale à 0. Il n'y a pas de force qui agit suivant l'axe horizontal. La seule force est verticale. Par conséquent, la vitesse horizontale ne varie pas. Pour faire varier la vitesse dans une direction, il faut une force qui agit dans cette direction. Il faut qu'il y ait une accélération dans cette direction. Donc la vitesse suivant l'horizontale, suivant x, reste constante. Donc elle vaudra ici ce qu'elle valait déjà ici. Or, que valait la vitesse horizontale ici? Eh bien, V0 cos alpha. La vitesse horizontale. La vitesse horizontale au moment du départ, il y avait une partie de la vitesse qui était verticale qui valait V0 sin alpha, et une partie qui était horizontale qui valait V0 cos alpha.
la partie horizontale ne peut pas varier parce qu'il n'y a aucune force qui agit horizontalement. Donc elle se retrouve ici, c'est la même. Par contre, là, il n'y a plus de vitesse verticale. Et justement, au passage, vous voyez que ici, ça, c'est la vitesse verticale. Et donc on retrouve en fait le résultat de la première question. Si vous avez une vitesse verticale, avant c'était V0, et donc on était monté à la haute, enfin, on avait accru notre altitude de 1,5 de V0 carré sur G. Maintenant c'est exactement pareil, sauf que notre vitesse verticale, en fait, elle est juste un peu plus faible. Elle vaut V0 sin alpha maintenant. Et donc c'est la même expression, évidemment, en remplaçant V0 par V0 sin alpha. C'est-à-dire que la partie horizontale, ben, on s'en fiche, elle ne compte pas pour le mouvement vertical, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Cette équation, la relation fondamentale de la dynamique, cette équation est vectorielle, mais en fait, c'est-à-dire que ça, c'est 3 équations en vrai. Une sur chaque axe, d'accord ? Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le mouvement horizontal, vertical, et puis, suivant les 3 axes, sont découplés en quelque sorte. Ils sont découplés si les forces sont découplées, mais c'est-à-dire que ce qui se passe sur l'axe vertical dépend uniquement des forces qu'il y a sur l'axe vertical. Donc, les choses sont complètement découplées en fait. Vous pouvez projeter sur n'importe quel axe, vous avez une équation spécifique le long de cet axe-là. Et tout ce qui n'agit pas sur cet axe-là n'aura aucune incidence. Donc en l'occurrence, dans un champ de pesanteur, il n'y a qu'une force verticale, et donc il va y avoir une modification du mouvement que suivant l'axe vertical. Bon, c'était facile. Alors, on va faire le saut à l'élastique là, dans ce que je vous ai distribué la dernière fois. Alors, c'est très simple aussi. Alors, saut élastique. Donc c'est l'exercice 1 de l'autre feuille. Un adepte du saut à l'élastique de masse m égale 60 kg se laisse tomber sans vitesse initiale d'un viaduc s'élevant à une hauteur h égale 20 mètres au-dessus du sol. On va prendre un axe z, 0, hauteur grand h. Voilà, donc on part d'ici, 20 mètres au-dessus du sol. Okay. La coordonnée verticale est notée z, c'est le cas. Le vecteur unitaire associé uz est orienté vers le haut. C'est ce que j'ai fait spontanément, c'est parfait. On prendra l'origine au niveau du sol, c'est ce que j'ai fait. Le champ de pesanteur est uniforme, d'accélération g égale moins g0 uz, avec g0 qui vaut 10 mètres par seconde carré. Ok. Alors, l'élastique est considéré comme un ressort de constante de rappel K égale 80 newtons par mètre. Donc cette unité ne doit pas vous surprendre. Je vous rappelle que la force élastique, c'est moins K fois l'allongement. D'accord ? Le vecteur là. Donc ça, c'est des newtons et ça, c'est des mètres. Donc la raideur ou la constante d'élasticité, c'est des newtons par mètre. OK. La longueur au repos de l'élastique, c'est L0. Donc, voilà l'élastique. On va dire que L0, c'est sa longueur quand il n'est pas étendu.
Alors, rappelez l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur en précisant l'origine choisie. Bon, ok, donc en prenant comme origine z égale 0, simplement mgz, ça on l'a déjà vu. Deuxièmement, rappelez l'expression de l'énergie potentielle de l'élastique lorsqu'il est étiré d'une longueur delta L égale L moins L0. Alors on l'a déjà vu en fait. Donc comment vous allez déterminer, alors soit vous le connaissez par cœur, vous devriez le connaître par cœur, on va trouver 1,5 de L moins L0 carré, 1,5 de K fois L moins L0 carré. Si on ne le sait pas, ou si un jour on nous donne une autre force, comment on trouve l'énergie potentielle associée? C'est simple, l'énergie potentielle associée à une force est définie comme le travail, enfin moins le travail de cette force, puisque c'est le travail de l'opérateur qui lutte contre la force. Donc c'est moins le travail de la force lors d'un déplacement dr quelconque. Donc ça c'est la définition du lien entre l'énergie potentielle et la force. C'est-à-dire moins F scalaire dr. À nouveau, en vertu de la définition du gradient, écrire ça, c'est écrire que moins F égale gradient de EP, donc F égale moins gradient de EP. Donc ça, c'est la définition de l'énergie potentielle. Donc si vous avez la force, vous allez trouver, en tout cas la différentielle de l'énergie potentielle, puis il n'y a qu'à l'intégrer, vous aurez l'énergie potentielle. Donc on peut toujours vous donner n'importe quelle expression de force, si elle dérive d'un potentiel, c'est-à-dire si ça c'est effectivement une différentielle totale, eh bien vous allez trouver l'énergie potentielle associée comme ça. Alors là, en l'occurrence, la force, c'est la force elle-même, c'est moins K delta L, donc moins, ça fait plus, donc il va y avoir K. Alors, L moins L0, donc suivant UZ, alors suivant... si l'élastique est étiré, la force va, vu qu'il est accroché par en haut, quand on saute à l'élastique, vaut mieux qu'il soit accroché en haut. Donc ça va être, donc ça va ramener, si L est plus grand que L0, ça va tirer vers en haut. Donc je remets le moins ici, qui vient ça. Scalaire, le déplacement. Que vaut le déplacement? Donc on est sur un mouvement vertical, le déplacement c'est simplement dz uz. D'accord? Et dz, en fait, je vais écrire la ligne d'en dessous, ce dz, c'est aussi dl. Si on se déplace de dz, on augmente la longueur de l'élastique de dl. Donc ici, on a moins k... pardon, le dz est moins dl. Hein? Parce que si l'élastique s'allonge, z diminue. Donc dz, c'est moins dl. Okay? Donc voilà. Donc la variation de l'énergie potentielle, c'est ça. Eh bien, pour avoir EP, il suffit d'intégrer ça à partir d'une référence. Alors, toujours, c'est définir une constante près. Donc, on peut partir d'où on veut, mais enfin, on ne va pas être idiot. On va partir de la longueur à 0. On va dire qu'il n'y a pas d'énergie élastique, évidemment, quand il n'y a pas d'extension de l'élastique. Donc, on va sommer EP pour une longueur L. Ça va être la somme de L0 jusqu'à L de ce truc-là. Alors, si on veut être rigoureux, il ne faut pas mettre la même variable dans l'intégration, parce que ça varie de L0 à L, donc je ne peux pas l'appeler L, c'est toute rigueur. Physique, on le laisse souvent. Et donc, ça s'intègre tout simplement en 1,5 de K. Donc, L' moins L0 à prendre entre L0 et L. Je le fais pas à pas, mais bon. Voilà. L'énergie potentielle élastique associée à la force de rappel de l'élastique, c'est 1,5 de K L moins L0 carré.
Bon, pour un ressort, c'est pareil. La différence entre un ressort et l'élastique, c'est que l'élastique, il fonctionne qu'en extension, pas en compression. Vous ne pouvez pas raccourcir la corde, elle va se plier. Mais... Le ressort, ça marche aussi pour un delta X, enfin pour un allongement négatif, c'est-à-dire une compression. Mais vu que l'énergie potentielle est au carré, évidemment, c'est la même énergie pour un ressort. Si vous le comprimez d'1 centimètre, vous l'étirez d'1 centimètre, c'est la même énergie. Ok? Bon. On a donc répondu à la question 2. Alors, c'est là que ça démarre. 3. On cherche à déterminer la longueur au repos que doit avoir l'élastique L0 pour que le sauteur arrive tout juste au niveau du sol, en Z égale 0 donc, avec une vitesse nulle. Oui, c'est très périlleux. Mais bon, si on croit aux lois de la physique, on peut braver le danger. Alors, effectuer un bilan d'énergie et en déduire l'expression de L0 en fonction des données du problème. Donc, vous avez compris l'idée, hein, on saute d'ici et on veut arriver au sol juste à vitesse nulle. Quelle est la longueur, sachant que la constante de rappel de l'élastique c'est K, quelle est la longueur L0 qu'on doit mettre dans le système? Oui? Il manque un carré, où ça? Ah là, oui, merci. Merci. Comme vous verrez, je fais très très souvent des erreurs d'attention de ce type. Donc dites-le moi effectivement parce que sinon après ça reste, même sur la vidéo, après j'ai honte. Donc merci, oui, bien sûr, carré là-bas. Oui, donc alors, comment on va faire pour trouver la longueur L0? On va écrire la conservation d'énergie. On va dire que l'énergie, quand on arrive en bas, ça doit être la même que quand on saute. Enfin, ça doit être la même, parce alors, donc il n'y a pas d'autre force que ces deux forces-là qui sont conservatives, donc l'énergie va se conserver. Si on prend en compte les frottements de l'air, c'est absolument pas un problème. Hein. On pourra écrire qu'à l'arrivée, l'énergie totale sera égale à l'énergie de départ, moins ce qui a été perdu lors de la chute. Donc on peut de toute façon écrire une relation énergétique. Bon là, il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de dissipation, tout va bien. Donc on va écrire que quand on arrive ici à vitesse nulle, on a la même énergie que ce qu'on avait au départ, aussi à vitesse nulle d'ailleurs, mais là-haut. Alors, au départ, donc le début du saut, quelle est l'énergie mécanique totale? Eh bien c'est, bon alors, EC plus EP, d'accord? Donc, l'énergie cinétique, on se laisse tomber à vitesse nulle, donc 0, plus l'énergie potentielle. Alors, il y a deux énergies potentielles, P1, P2, si vous voulez. Ça. P1, P2. L'énergie potentielle de pesanteur, c'était mg grand H, et l'énergie potentielle élastique, c'était 0. C'était pas tendu. Et puis, à l'arrivée, alors l'énergie potentielle doit être la même, M' doit être, enfin bon, M' égale. Alors l'énergie cinétique, on veut arriver à vitesse nulle, donc ce sera à nouveau 0. On sera à Z égale 0, donc l'énergie potentielle de pesanteur sera nulle. Par contre, maintenant, l'élastique sera tendu. Et donc, ça vaudra 1,5 de K. Alors, le L total sera grand H. Donc, H moins le L0, qui est justement ce qu'on cherche au carré. Donc, en fait, on aura converti entièrement l'énergie potentielle en énergie... Enfin, l'énergie potentielle de pesanteur en énergie potentielle élastique. Puisqu'on reste à vitesse nulle. Donc voilà, simplement en écrivant que l'énergie à l'arrivée est égale à l'énergie du départ, on obtient ceci égale ça, et donc on a tout de suite la réponse. On aura 1,5 de K L moins L0 carré, H moins L0 carré
égale MGH, d'où on déduit eh bien, L0, qui est ce qu'on cherche. Alors, je prends la racine, donc j'ai 2mgh sur k. Racine de ça, ça sera h moins L0. H moins L0 égale le truc. Donc L0 égale le truc. H moins le truc. Pardon, moins racine. Ok? Deuxième GH sur K. La racine, ça c'est H moins 0. Oui, c'est ça. Ok? Voilà. Donc il faut prendre un élastique de longueur H moins. Bon, on est content de trouver H moins quelque chose. Hein. Ça ne pourrait pas être H plus quelque chose, bien sûr. Donc voilà, c'est ça, cette longueur-là, cette hauteur-là, c'est racine de 2mgh sur K. Bon. Ok? Ça va? Alors, question 4. Bon, l'application numérique, on l'a fait ou... Ouais. H, c'était combien? H, c'était 20 mètres? J'avais fait ça pour un partiel, donc il y a des chances que ça tombe juste, alors on va le faire. Alors, donc application numérique. L0 égale, alors, H c'est donc 20, moins racine de 2 fois 60 kg fois G, on avait dit 10, enfin là c'est G0, fois 10 fois 20 mètres, divisé par 80. Ouais, ça va tomber juste, ça. Alors, 2 fois 20, 40, 40 sur 80, 1,5. Donc on a ici 300, racine de 300, c'est pas génial ça. 20 moins racine de 300, c'est ça? J'ai bien pris les waves, 20. Ok, bah racine de 300, racine de 3 c'est 1,732 et quelques. Hein. Donc ça c'est évidemment 10 fois racine de 3, hein, racine de 300, donc ça fait 20 moins 17,32, donc ça fait 2,78 à peu près. Non, 68, pardon. Et c'est des mètres, bien sûr, on a tout mis dans les unités du système international. Ok. Racine de 3, tout le monde, 1,732. Racine de 2, 1,414. Tac, tac, tout le monde, ça. Hein, ouais. Racine de 27? Non, j'en sais rien. Ok. Application numérique. Donc 5, maintenant. À quelle vitesse, donc là c'est un peu pervers, à quelle vitesse VC le sauteur heurtera-t-il le sol s'il a mal calculé la longueur L0 et qu'il a pris un élastique ayant une longueur au repos L1 égale L0 plus petit d avec d, ça doit être un d minuscule, hein, je vais rectifier dans l'énoncé, avec d positif. Alors, donc si on prend, au lieu de L0, on prend L1 qui vaut L0 plus petit d avec d positif. Donc on a pris un fil un peu trop long. Donc évidemment, qualitativement, du coup, on va arriver au sol avec une certaine vitesse. Quelle sera cette vitesse en fonction du petit d? Hein? Genre si on se trompe de 3 cm, à quelle vitesse on s'écrase? Bah, on va voir. Hein. Bah, on va refaire exactement la même chose.
On va refaire la même chose, donc je vais même pas tout écrire. Donc au départ, ça ne change pas, on a toujours la même énergie. Jusqu'à l'arrivée, on a effectivement ici 1,5 de m, comment je l'ai appelé? VC, la vitesse du crash. 1,5 de m VC carré, plus 0, ça on est bien au sol, plus, et donc là, voilà, donc moins d au carré. Ok, donc, je vais laisser ça parce qu'il se peut que ça nous serve. Donc cette fois, on a, alors on cherche VC, hein, oui. Donc on a 1,5, alors je vais multiplier par 2 sur m, donc je vais avoir VC carré. On est d'accord, j'ai ça égale ça, hein. Tout est toujours conservatif. Donc VC carré est égal à MGH, GH sur 2, pardon, parce que j'ai multiplié par 2 sur m. Non, 2GH, décidément. 2GH moins, oui, c'est ça, moins, bien sûr, moins, donc, K sur M, H moins M0 moins B au carré. Ok. Ok. Ça, c'est un truc que vous pouvez retenir, soit dit en passant, que quand il n'y a pas d'élastique, enfin, quand on lâche un corps d'une hauteur h, il arrive au sol à la vitesse racine de 2GH. Ce racine de 2GH, il revient très souvent, c'est bon de l'avoir en tête. Vous le répétez tous les soirs un petit peu, puis après, ce sera automatique. Racine de 2GH, c'est un truc qui revient. On verra ça aussi en mécanique des fluides, c'est la vitesse de chute libre, en fait, d'une hauteur h. Bref, alors là, si on n'est pas astucieux, on va... Oui, si. Donc la réponse, c'est ça, enfin c'est racine de ça, mais on veut l'exprimer proprement. Donc en fait, on va remplacer L0 parce qu'il vaut là, hein, pour l'avoir en fonction des données du problème initial. Si on fait ça, est-ce que ça va simplifier? Oui, oui. Non, c'est là où il faut être astucieux. On pourrait le faire brutalement, puis développer le carré, je sais pas quoi. Mais je me dis que ça va servir, ça. Genre ça, on pourrait dire que c'est ça. Je sais pas si ça va être bien. On va voir. Et si on développe ça, il va sortir un truc qui va éliminer ça. Ouais. Oui, parce que quand même, cette égalité, elle est sous-jacente dans le problème. On s'intéresse à un écart par rapport à une valeur qui annule le problème. Donc, il faut la faire intervenir. Donc, 2GH moins K sur M. Alors là, j'ai ça moins ça au carré. Donc, ça fait H moins F0 au carré. Moins 2 fois le double produit, d'accord? Enfin, moins le double produit, plus exactement. Moins 2 fois le produit. Plus des deux. Voilà. Et là, ça moins ça fait 0, non? Ouais. Ouais. Ça moins ça fait 0. Si vous multipliez par m, ça fait 2mgh égale k fois ce machin-là, enfin, ce machin-là, c'est-à-dire 1,5 de ça. Donc ça moins ça fait 0. Si on ne remarque pas ça, on peut partir dans les calculs très très longs. Mais bon, voilà. Donc le premier terme dégage avec celui-là. Il reste moins qui fait plus, donc ça fait 2k sur m
D facteur de H moins L0 plus D2. Plus K sur N D2, bien sûr. Enfin, Alors vérifions l'homogénéité. Donc là on a bien, les deux termes sont homogènes, hein, c'est K fois une distance au carré divisé par M. Et donc ça c'est bien une vitesse au carré, puisque du coup ça fait mv2 qui vaut kd2. mv2 c'est l'énergie cinétique, et kd2, c'est 1,5 kx2, c'est bien l'énergie potentielle. Donc c'est homogène. Et puis c'est plutôt joli. Donc voilà la réponse. Alors, enfin ça c'est VC au carré évidemment, du coup VC c'est la racine de ça. Ben voilà. Petite application numérique pour savoir, juste pour savoir à quelle vitesse il se crache. Exprimé en km/h pour petit d égale 10 cm. Alors si d égale 10 cm, application numérique. Alors, 2 fois K, c'est combien on a dit? Je l'ai effacé. 80. 2 fois 80 sur, il fait 60 kg, hein, je crois. Ou elle fait 60 kg. Fois petit d, donc, alors attention, hein, je vais tout mettre en les unités du système international, donc 10 cm c'est 0,1 en fait, 0,1 mètre, fois, alors H moins L0, on avait dit que c'était, ah oui, bah c'était le 17,32 là, hein, le fameux, plus K, donc c'est à nouveau 80, fois donc 10 cm au carré, ça fait 1 centième, 0,01, divisé par les 60, les mêmes 60. Bon, ben ça fait, donc ça fait 8 fois 2, 16, fois 17, 32, plus 80 divisé par 100, ça fait 0,8. Divisé par 60, puis il faudra prendre la racine de ça. 16 fois 17, 16 fois 16, 256. Plus, donc plus 1 fois 16, 256 et 16, 272. Plus un tiers de 16, 5. 272 et 5, 277. Plus 0,8, 277. 278. 278 divisé par 60. Allez, 280 divisé par 60. Ça fait 28 sur 6, ça fait 14 sur 3. Ouais, ça fait 5, un peu moins de 5. Racine de 5, 2,25. Racine de, donc, allez, 2 et quelques mètres par seconde. Quelqu'un le fait en vrai hein, pendant ce temps-là, j'espère. Je dirais 2,1, je sais pas. C'est ça? 2,15. Yes! 2,15 mètres par seconde. Alors on le voit en kilomètre/heure. Donc, par heure, c'est fois 3600. Et en kilomètres au lieu de mètres, c'est divisé par. Donc c'est fois 3,6. Donc 2,15 fois 3,6. 7,7 km par heure. Bon, ça va. C'est un peu mal quand même. Ouais. Ça va. Ça va. Si on se plante avec un vélo dans un mur à 7,7 km/h, ça va. Faut... Ouais, c'est juste on court on court à peine vite en fait. Ouais, on court un peu. On se prend le mur. Bon, ça va. Allez, on l'a pas tué notre sauteur à l'élastique. Bien. Bon, vous voyez l'idée. On peut écrire comme ça, voilà, des relations énergétiques pour résoudre le problème. À aucun moment, je ne sais où il était, à quel instant. Enfin, je veux dire, j'ai pas résolu l'équation du mouvement, mais je peux dire des choses
malgré tout, sur cette situation, simplement grâce à un raisonnement énergétique. Alors, est-ce que... Ah tiens, il me manque un bout de feuille. Là, il y en a un autre, je pense, qui est sur l'énergie, l'exercice 3, propulsion verticale. Ah voilà, c'est ça là. C'est peut-être bien ça. Allez. Puis après, comme ça, on n'en fera plus, des comme ça. Je peux vous piquer à qui vous l'avez, vous? Non? Est-ce qu'il y a deux personnes qui sont côte à côte? Je peux emprunter. Merci. Ok. Allez, on va faire l'exercice 3 de cette même feuille. Bon, c'est pareil, ça va être super simple, mais... Donc, désolé pour ceux pour qui c'est trivial, mais il faut qu'on revoie un petit peu ces bases-là. Tout le monde doit pouvoir arriver à faire ça simplement. Alors, on a un truc sur un ressort, là, enfin une espèce de... un ressort vertical, et on pose un objet sur le ressort, donc ça le comprime. Enfin, ça c'est un plateau supposé sans masse, d'accord? C'est un petit plateau. Enfin, rien n'a de masse, enfin, on néglige la masse par rapport à la masse du corps qu'on va propulser. Donc vous mettez un plateau lié à un ressort sur une table, vous posez un corps dessus, et puis vous lâchez, et ça va propulser le corps. Donc on comprime, enfin, on peut le comprimer plus que par son poids d'ailleurs, si on veut. Ah oui, d'ailleurs, il va y avoir cette petite subtilité là. Moi je vais le faire mieux là, le truc. Alors, donc, on y va. Sur un support comprimé, on met un corps de masse petit m. Alors on va suivre exactement ce que dit l'énoncé. Donc on cherche à propulser une bille de masse m verticalement vers le haut à l'aide d'un ressort. La bille, pensez à un flipper par exemple. Sauf que là c'est vraiment vertical. La bille repose initialement sur un support de masse négligeable lié à un ressort de raideur K. En newton par mètre, donc. Et lui aussi de masse négligeable. Comprimé d'une longueur D par rapport à sa longueur au repos, comme indiqué sur la figure 2. Donc, voilà. S'il n'était pas comprimé, il serait comme ça, avec ici donc une différence petit d. Enfin, c'est le même, hein, juste voilà. Quand il se déploie, il est comme ça. Okay. Donc petit d, bien. On prend la position de la bille sur le ressort comprimé comme origine de l'axe vertical. Ok. Ce qu'il a dit, on va faire. Coordonnées z. Ok. À l'instant t égale 0, on libère le ressort, qui se détend alors et reprend sa longueur de repos. Donc le ressort, il revient à sa longueur de repos. Alors en pratique, évidemment, il va un petit peu continuer et puis osciller. Mais vu qu'on a négligé les masses de tous ces trucs-là, c'est-à-dire que l'énergie liée, par exemple, à la vitesse du plateau au moment où le ressort va retrouver sa longueur à vide, cette énergie sera nulle, parce qu'un demi de mv2, si la masse est nulle, hein, ou si elle est négligeable, cette énergie sera négligeable. Donc on va faire un raisonnement en oubliant complètement le ressort. Il n'y a pas d'énergie dans... Enfin, il y a l'énergie 1,5 de kx2, enfin k fois la compression au carré dans le ressort, mais il n'y a pas d'autre énergie associée à ça. Ok, donc on est propulsant la bille vers haut dans un champ de pesanteur d'accélération g égale 10 mètres par seconde carré. Ok. Déterminer la hauteur maximale, c'est toujours la même idée, hein, mais bon, c'est pour nous faire manipuler ces trucs-là, atteinte par la bille dans son mouvement. On négligera les frottements de l'air. Ok. Bon, alors, on y va vite. À t égale 0, on libère la bille. Alors, quelle est l'énergie totale
Donc à nouveau, il n'y a que des forces conservatives, le poids et l'énergie élastique de compression qui sont associées à des énergies potentielles qu'on a déjà identifiées. Il n'y a pas de frottement, donc l'énergie va se conserver. À t égale 0, la vitesse, je vais faire comme ça, plus EP de pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique. Donc ça vaut 0 plus 0, puisqu'on a pris comme origine la position de la bille, plus 1/2 de K fois D carré, D étant la compression du ressort. Et au sommet de la trajectoire, EM sera égal à 0 en vitesse, puisqu'on sera au sommet, plus, comment on l'a appelé, Zmax. On demande Zmax. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, ce sera mg Zmax, plus, il n'y aura plus d'énergie de compression, le ressort sera détendu. Moralité, bien toute l'énergie élastique sera passée en énergie potentielle, et on peut écrire Zmax. Donc mg Zmax égale 1/2 de kd2, et par conséquent, Zmax égale 2 Zmax égale 1/2 de kd2 sur mg. Ok, vous voyez, c'est complètement trivial. Calculer numériquement cette hauteur, bon blabla. On ne le fait pas, hein, l'application numérique, si vous voulez bien, même si ça doit tomber juste. On répète l'expérience précédente, mais en plaçant cette fois une plaque horizontale à une hauteur h au-dessus de la position initiale de la bille, comme indiqué sur la figure de droite. Donc en fait, on ne laisse pas la bille aller au max, voilà. À une hauteur, combien? Petit h. Donc la bille va taper dans le plafond, quoi. Okay. Et on nous demande, j'imagine, à quelle vitesse donner l'expression de la vitesse lorsqu'elle heurte la plaque en fonction de h. Donc première question, c'était ça. Deuxième question, c'est pareil. Hein. Au départ, on avait cette énergie-là. À l'arrivée dans la plaque, au moment du contact, on a l'énergie mécanique qui vaut 1/2 de m fois la vitesse qu'on cherche, qui s'appelle il n'y a pas de nom, donc V crash, comme tout à l'heure, 1/2 de m V crash au carré, plus m g, donc fois la hauteur à laquelle on a mis la plaque h, plus à nouveau 0. Et donc il suffit d'écrire que cette énergie est égale à celle-là pour obtenir Vc. Et je ne vais même pas le faire parce que c'est bon, on a compris. Okay. Donc vous voyez, vous écrivez l'égalité des énergies et vous obtenez ce qu'il faut obtenir. Il y a vraiment... Voilà. Oui. Dans l'exercice précédent, il n'y a pas une erreur. Ce serait pas moins kd carré sur m plutôt? Moins kd carré sur m? Ah, vous avez raison. Vous avez raison, merci. C'est un moins ici. C'est un moins ici. Merci, c'était un moins. Donc du coup, la vitesse est encore moins. Donc ça va. Ça va. Merci. Effectivement, j'avais pas reporté le moins ici. Super. Parfait. Donc bon, du coup, l'application numérique est fausse. De toute façon, cette partie-là, elle était faible. Hein, donc au lieu du plus 0,8, on avait un moins 0,8. Ça n'a pas changé la vie. Ok, merci. Bon, allez, je ne fais pas l'application numérique là. Je ne résous pas le truc. Enfin, vous avez compris, ça égale ça, et donc VC égale ce que ça vaut.